Bonjour, dans cette vidéo, nous allons poursuivre le cours sur la programmation fonctionnelle. Alors tout d'abord, on va revoir rapidement ce dont on a parlé jusqu'ici. Donc il faut savoir que d'abord le principe d'un traitement informatique, c'est de produire des données à partir des données. Et dans la programmation fonctionnelle, eh bien, le programme est considéré lui-même comme une fonction qui va associer à des données sortantes à des données entrantes. Il n'y a aucun état interne et les données sont surtout non mutables. Le principe de base, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver, c'est qu'on n'utilise que des fonctions et que quasiment les variables sont inexistantes dans un programme écrit en programmation fonctionnelle. Alors les avantages que cela va avoir, bah, le fait de ne pas avoir de variables va nécessairement imposer qu'on n'aura pas d'effet de bord. Les fonctions vont avoir des caractéristiques qui seront telles que, eh bien, à chaque fonction, son résultat sera toujours prédictible. C'est-à-dire qu'une même fonction qu'on va utiliser avec les mêmes données en entrée donnera toujours le même résultat. Donc ça, c'est un élément important. Ça va simplifier la correction des bugs. L'interprétation, dans certains cas, pourra être plus efficace. Et également, dans la mesure où il n'y a pas d'effet de bord, eh bien, en fait, il sera beaucoup plus simple, par exemple, de mettre en œuvre de la parallélisation avec la programmation fonctionnelle. Par contre, les inconvénients, bah, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions à utiliser, ce qui implique que dans certains cas, pour des applications assez importantes, c'est assez difficile à réaliser. C'est très gourmand en ressources et on va le voir parce qu'on aura entre autres énormément d'appels récursifs, des stockages de résultats intermédiaires et ça prend beaucoup de place, entre autres en mémoire. Enfin, ben, dans certains cas, on a besoin quand même de modifier des données extérieures, donc on aura dans certains cas besoin de faire appel à des variables. Bien, ce qu'on a vu déjà là, c'est que en programmation fonctionnelle, on parle de fonctions impures et de fonctions pures. Alors une fonction pure, elle va respecter la transparence référentielle, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que deux appels d'une même fonction avec les mêmes arguments, on doit toujours retourner le même résultat. Ce n'est pas le cas, vous voyez ici dans la fonction impure que l'on a à gauche, hein, on voit bien que le fait de changer la liste, puisque en fait on va mettre en paramètre la liste A qui contient la variable 0, eh bien on va voir finalement que A, avant d'utiliser la fonction f est une liste qui contient la valeur 0 et après A contient la valeur 3. Donc ça ne peut pas fonctionner puisqu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on a appelé print f de A, et ben en fait on a obtenu à chaque fois des résultats différents. Donc on n'est pas dans le cas d'une fonction pure. D'autre part, non-mutabilité, c'est-à-dire il ne faut pas d'effet de bord. Alors là, on observe bien qu'on a un effet de bord. Donc on respecte aucune des deux règles, ni la transparence référentielle. On rappelle F2A plusieurs fois, on n'a jamais le même résultat, et en plus, on a un effet de bord. On voit bien ici, à droite, qu'on a une fonction qui, elle, est pure, puisqu'on va appeler plusieurs fois la fonction f de a. On obtiendra 3 fois 1, donc la même valeur, et on voit bien ensuite que a, eh ben, c'était une liste qui contenait qu'un seul élément 0, et que bah, à la fin, le A est toujours la même liste qui contient toujours l'élément 0. Donc on voit bien la différence entre une fonction impure et une fonction pure. Et en programmation fonctionnelle, on se doit, dans la mesure du possible, de respecter et de développer des fonctions pures. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, une fonction, en fait, c'est une donnée comme une autre. Donc, on a la possibilité de passer effectivement une fonction en argument. Et c'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez, on a écrit une fonction qui s'appelle majuscule, une autre fonction qui s'appelle minuscule. Donc, la fonction majuscule va transformer le texte qu'elle reçoit en paramètre et elle va renvoyer en fait un texte en majuscule, tandis que la fonction minuscule, elle va renvoyer un texte qui sera en minuscule. Eh bien, on voit bien que la fonction affiche, elle va recevoir deux paramètres, le nom d'une fonction et le message. Et eh bien ici, on va simplement utiliser la fonction, dans la fonction, on voit qu'on va la passer en paramètre. Donc vous voyez ici, quand je fais affiche majuscule, en fait, je vais lui demander de prendre la fonction majuscule et d'afficher le message Hello World en majuscule. Et si je change le paramètre, que je passe de majuscule à minuscule, et bien là on voit bien que c'est bien la fonction en fait hein, qu'on passe en argument et on observe que le texte que l'on récupère ici, il est en minuscule.
Donc on voit bien que finalement, la fonction, eh bien, c'est une donnée comme une autre et elle peut être passée en paramètres. On pourra également la stocker dans des variables, dans des listes. Voilà, c'est simplement un objet comme un autre en programmation. Donc ça, c'est une première chose et c'est quand même assez puissant voilà, de pouvoir passer des fonctions en argument. Bien sûr, l'autre possibilité, c'est aussi la fonction lambda. Alors, c'est un élément important de la programmation fonctionnelle parce qu'il est dans certains cas pénible de devoir écrire des fonctions complexes en définissant la fonction, en mettant ses paramètres, etc. Dans certains cas où on pourrait aller beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que la fonction lambda, ou qu'on appelle encore fonction anonyme? Eh bien, c'est une fonction qui a la construction suivante, c'est-à-dire qu'on va écrire le mot-clé lambda, deux points, on va mettre les paramètres d'entrée, donc ici j'ai x, y, et on va mettre l'expression qui va être retournée en fonction de x et y. Donc en fait, il faut quand même que sur la fonction lambda, ce soit une fonction quand même simple, qui soit un calcul sous la forme d'une seule expression. Alors, par exemple, vous voyez ici, si je veux calculer la limite, pardon, la dérivée d'une fonction, bon, en mathématiques, on sait que la dérivée en x d'une fonction f de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Eh bien ça, comment est-ce qu'on peut le faire? Voilà, si on écrit la fonction, on va d'abord pouvoir passer une fonction en paramètres, hein, comme on a vu précédemment, et puis on va définir un h qui sera très petit, qui va tendre vers 0, et on va renvoyer le résultat de fonction de x plus h moins fonction de x, et le tout divisé par h. Eh bien, on va pouvoir le faire, ça, de manière encore plus simple, grâce aux fonctions lambda, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin d'écrire une fonction avec le mot-clé def, etc., et puis un paramètre x, simplement en écrivant la fonction lambda sous cette forme-là. C'est-à-dire que vous voyez bien que qu'est-ce que j'envoie dans la fonction, j'écris dans la fonction dérivée, je ne vais pas mettre une fonction, mais je vais mettre une fonction lambda. Donc là, ici, je demande la dérivée pour la valeur 2 d'une fonction qui va prendre comme paramètre x et dont la fonction est 2 fois x au cube moins 1. Donc voilà, et on obtient bien 0, excusez-moi, 24, hein, donc 24,0021, parce que quand même, ça reste une approximation, puisque c'est une limite quand h tend vers 0. Hein, mais là, ici, on a pu écrire directement une fonction sans avoir à la définir complètement en dehors du programme. Donc voilà. Ça va nous permettre bien sûr de calculer la dérivée de n'importe quelle fonction. Donc c'est vraiment très utile quand on a des fonctions simples à créer, qu'on va utiliser une ou deux fois. C'est utile parfois pour composer des fonctions et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut utiliser assez fréquemment et qui nous facilite la tâche dans le cadre de la programmation fonctionnelle. On a pu le voir ici, donc je vous le rappelle, on avait un exercice où effectivement ici, eh bien, on voulait avoir une fonction pour afficher de façon générique eh bien, la courbe d'une fonction entre les bornes A et B. Ben là, on est obligé d'utiliser cette fonction. Et bien, vous voyez bien que on a la possibilité de faire le affiche fonction générique entre de 0 à 20 de lambda x de 2 fois x, 2 fois x moins 3, par exemple. Hein. Voilà, donc le genre de l'intérêt en fait de pouvoir utiliser des fonctions en lambda. Alors, aussi bien on peut mettre des fonctions pardon, en argument, mais il est également possible d'en renvoyer. Vous voyez, ici, j'ai une fonction périmètre. À l'intérieur, alors la fonction périmètre, c'est une fonction qu'on va appeler ici englobante. C'est-à-dire qu'elle englobe d'autres fonctions, comme ici la fonction cercle, qui va renvoyer donc le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi multiplié par le rayon, ou le carré, le périmètre du carré, qui est 4 fois le rayon. Eh bien ici, on va pouvoir définir une forme, et en fonction de la forme, ce que l'on va renvoyer, là, c'est plus un calcul, hein, puisqu'on ne demande pas la valeur de x, mais on va renvoyer simplement la fonction, soit la fonction cercle, soit la fonction carré. Et vous voyez bien que quand j'appelle, je dis périmètre du cercle, c'est égal à périmètre de 1. Donc à ce moment-là, je vais retourner ici la fonction cercle, et je vais pouvoir l'utiliser. Regardez bien, si je fais périmètre du cercle,
Donc je récupère dans la variable périmètre du cercle une fonction, et si je fais résultat de périmètre du cercle entre parenthèses 4, eh bien, je vais afficher le résultat, je vais obtenir le résultat donc ici du périmètre. Alors je ne vois pas l'affichage, mais bon, vous pourrez tester, vous verrez, ça fonctionne, hein. De la même façon, je peux obtenir la fonction, le périmètre du carré de cette façon-là. Voilà, on peut même, vous voyez, directement faire périmètre 2 et puis on récupère une fonction dans laquelle on va directement mettre le paramètre. Donc ça, c'est encore une écriture encore plus rapide que celle qu'on avait précédemment. L'avantage ici, c'est que eh ben, dans ce cas-là, on n'utilise pas de variable et je vous rappelle que c'est ce qui nous est vivement recommandé dans le cadre de la programmation fonctionnelle. Bien, maintenant, on va donc reprendre le cours. On est arrivé à cet endroit-là. Donc, vous savez que de revoir comment est-ce qu'on peut redéfinir les structures élémentaires de la programmation en Python sous la forme d'expression. Une expression l'avantage de l'expression, c'est qu'on va éviter au maximum d'utiliser des variables. Alors, comment? Eh bien, on sait qu'une instruction conditionnelle du type if then else, d'accord? Eh bien, en fait, elle, on peut la réécrire sous la forme d'une expression conditionnelle qui n'utilisera pas de variable. Quelle est sa syntaxe? Eh bien, on affiche ici le résultat quand la condition est vraie. On va ensuite mettre le mot-clé if, puis la condition, et sinon, donc else, et on met derrière le résultat lorsque c'est faux. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, en programmation impérative, quand je veux calculer la valeur absolue d'un nombre, donc je vous rappelle que la valeur absolue d'un nombre, par exemple la valeur absolue de 2, eh bien ce sera 2. Par contre, la valeur absolue de moins 2, eh bien, on va supprimer le signe moins, et la valeur absolue de moins 2, c'est 2 également, hein. Donc voilà, ici on retrouve en premier le programme, la définition de la fonction en programmation impérative avec une instruction conditionnelle. Eh bien, on voit ici comment est-ce que je vais le faire en programmation fonctionnelle avec une expression. Eh bien, j'ai juste une ligne à écrire. Je vais renvoyer x si x est positif. Sinon, je vais renvoyer moins x. Voilà, donc c'est une façon plus condensée, voilà, qui est beaucoup plus proche de la programmation fonctionnelle. Alors là, ce qui vous est demandé donc dans un premier temps, c'est déjà d'écrire une expression conditionnelle dans une fonction majeure qui va recevoir l'âge et euh, donc on va définir l'âge et on va renvoyer mineur si l'âge est inférieur à 18, sinon elle renvoie majeur. Puis ensuite, une fois que vous aurez terminé cet exercice-là, vous ferez le deuxième, c'est écrire une expression conditionnelle dans une condition classe âge qui va renvoyer mineur si la personne a moins de 18 ans, senior si la personne a plus de 65 ans, sinon elle va renvoyer majeur. Donc là, on est dans le premier cas, on est dans un cas de if, else, d'accord? Alors que dans le deuxième cas, on va être dans un if, elif, else, hein. Donc ici, on a trois possibilités de résultats. Donc vous allez voir que on peut réaliser ça en utilisant en fait simplement ici une expression conditionnelle sous cette forme-là. Mais juste un petit pour information et pour vous aider, on peut enchaîner les expressions conditionnelles. Bien, comme à chaque fois, eh bien, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Donc là, vous mettez votre ordinateur en pause. Vous écrivez donc, vous répondez aux questions. Une fois que vous aurez répondu, eh bien, vous pouvez relancer la vidéo pour voir visualiser la correction. Donc là, tout ce que je vous demande, c'est mettez l'ordinateur en pause, vous revenez un petit peu en arrière donc pour voir pour voir les questions, et ensuite vous comparez votre résultat à la correction. À tout de suite.